Et bien reprise de cette séance, deuxième partie. Si vous arrivez dans cette séance, d'une part, donc comprenez bien que les séances sont coupées en deux séances qui sont liées. Je fais juste une petite pause, moi, de mon côté, ce qui fait que ça crée deux vidéos. Allez voir la première partie, en tout cas pour bien comprendre. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, que vous arrivez au milieu comme ça d'une vidéo, pas de panique. Vous êtes sur un guidage de lecture, donc une sorte de lecture où j'essaie d'expliquer à ma manière et de donner des exemples sur les livres de 7, des livres de 7 qui sont pas toujours très compréhensibles en tant que tels, pour différentes raisons. On a une vidéo qu'on réfléchit depuis plusieurs mois pour expliquer différentes raisons. J'espère que d'ici la fin de l'année on pourra la sortir. Si vous découvrez en tout cas les livres de 7 ou ces guidages de lecture, allez voir peut-être les résumés, commencez simplement par le résumé soit de l'introduction soit du premier chapitre, ça vous donnera un aperçu un petit peu de quoi on parle sur cette chaîne, dans ces vidéos. Et puis après, si les thématiques vous parlent, allez lire le livre, peut-être c'est la première chose. Puis ensuite, si vous avez des petites incompréhensions et que vous voulez croiser vos propres compréhensions avec les miennes, regardez les guidages de lecture. À ce moment-là, ça peut vous accompagner dans cette réflexion des livres de 7. Nous sommes à peu près au milieu du chapitre 8, donc on avance bien, très proche. Là, je suis très content de la fin du tome 1. Il aura fallu quand même 3 ans, un peu plus de 3 ans pour faire ce premier tome. Page 148, et on enchaîne donc directement. Si vous ne comprenez pas que votre conscience quitte vraiment votre corps pendant les périodes de sommeil, ce que je viens de dire n'aura pas de sens pour vous. Il venait de dire que de dormir 10 heures, c'est ça ? C'est ça, 10 heures de sommeil, c'est contre-productif et vous vous réveillez vidé d'énergie, vous avez négligé la boutique. Et effectivement, si vous ne comprenez pas que la conscience quitte réellement votre corps dans ces phases-là, et il insiste sur le vraiment, il a demandé à Robert de souligner, donc encore une fois c'est en gras dans la version française, la conscience quitte vraiment notre corps dans certaines phases de sommeil. Alors vous ne comprenez pas la notion de vous avez négligé la boutique. C'est ce que j'expliquais, en tout cas avec mes mots, effectivement dans la fin de la séance, juste avant la pause, donc la partie 1 de cette même séance. Certes, dit-il, votre conscience revient de temps en temps, donc voilà, c'est bien, il va détailler un petit peu ce que j'ai dit rapidement, donc c'est parfait. Votre conscience revient de temps en temps pour vérifier le mécanisme physique, et la simple conscience des atomes et des cellules, puisque 7 nous dit qu'il y a de la conscience partout, dans toute chose, à partir du moment où il y a un atome, c'est qu'il y a eu déjà une conscience pour le créer, donc la conscience, elle est toujours présente. La conscience crée toute réalité, donc vient avant la matière physique. Donc si on inverse, il y a de la conscience dans chaque élément physique. Donc la conscience revient, notre conscience à nous en tout cas. On vient se focaliser quelque part sur notre corps régulièrement pour vérifier le mécanisme physique. Et la science et la simple conscience des atomes et des cellules, la conscience du corps, autrement dit, l'accompagne toujours. Il a sa propre conscience, heureusement, si bien qu'il n'est pas vacant. Mais, dit-il, les parties profondément créatives du moi le quittent réellement pendant de longues périodes. Vous focalisez votre attention complètement ailleurs que la réalité physique pendant que vous dormez. Vous n'êtes pas donc en train de surveiller l'optimisation des processus physiologiques de votre corps. Et donc cet endormissement, le sommeil longue durée, fait que le corps se retrouve un petit peu tout seul.
éloigné d'un moi conscient. Qu'est-ce qu'il dit? Créatif, non? Qu'est-ce qu'il dit? Les parties profondément créatives, voilà, c'est ça du moi, le quitte réellement. Voilà. Donc dans cette notion de focalisation. Donc voilà, juste un petit paragraphe quelque part qui rappelle, ou qui explique en tout cas, qui détaille à sa manière bien sûr, ce que j'ai dit juste avant. Pas besoin d'insister à mon sens. J'enchaîne dans le paragraphe suivant où il nous explique que certains comportements vraiment névrotiques résultent de vos habitudes de sommeil actuelles. Donc des cas psychologiques déstabilisés. J'ai plus en tête là, les névroses, les états névrotiques. Non, je vais dire des bêtises, je suis pas assez sûr de moi. Donc soit je mettrai un petit mot dans le commentaire, soit vous pouvez chercher d'autres côtés. En tout cas, c'est un certain type de fonctionnement inhabituel chez certaines personnes par rapport à la généralité, hein, on va dire ça comme ça. C'est des comportements qui sont signalés comme étant oui, inhabituels en tout cas. Et ces névroses, Seth dit qu'elles viennent, il dit pas uniquement, je sais pas si c'est strict ou pas, mais en tout cas, ça résulte de vos habitudes de sommeil actuelles, donc de notre rythme très coupé. Ça, il l'avait dit effectivement plusieurs fois. D'acter un temps de nuit, à peu près un tiers de la journée, et 2 tiers consacrés au moi éveillé, même si en début d'après-midi, on voit bien qu'on a des coups de fatigue, ou même vers 10-11 heures, ça dépend du petit déjeuner qu'on a pris. Voilà, il y a des moments dans la journée où on est un peu fatigué, ou même quand on rentre du travail, et si on s'assoit un peu vers, je sais pas, 18-19 heures, voilà, il y a des coups de fatigue comme ça. Et si on se laissait aller, on dormirait facilement 1 heure. Mais on lutte contre ça toute la journée, donc on essaie de tenir par rapport à un comportement social, culturel, général, une phase où on dort et on considère qu'il faut dormir, et si on se réveille, on considère que c'est anormal, et une phase où il faut rester éveillé pendant très longtemps, et si on s'endort, on considère que c'est anormal. Seth nous dit que cette sorte de cliché, 1 tiers, 2 tiers à peu près, eh bien c'est ça qui est à l'origine des névroses. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Donc, comme il l'a déjà expliqué de manière un petit peu variée dans le début du chapitre, je ne reviens pas dessus. Si ça vous choque ou que vous ne comprenez pas exactement ce qu'il veut dire, allez voir à ce moment-là les séances précédentes. D'une certaine façon, dit-il, il donne un exemple, par exemple, voilà, le somnambulisme aussi. Oui, c'est pas une névrose, donc c'est un autre fonctionnement justement anormal, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train de dormir, le cerveau reste endormi quelque part, mais le corps agit. Donc lui dit, voilà, vos habitudes de sommeil fait que le somnambulisme est créé par cette nuit trop longue, ou peut-être, ça je sais pas, par le manque d'une sieste, d'un somme au milieu de la journée. Donc par rapport, voilà, il continue sur le somnambulisme. La conscience, continue-t-il, veut retourner au corps. Donc on est en train de dormir, la conscience revient au corps, mais on l'a hypnotisé avec l'idée que le corps ne doit pas se réveiller. La notion d'hypnotiser, c'est comme ça que Seth a expliqué un peu plus tôt aussi dans le chapitre, qu'on s'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on s'auto-persuade de certaines choses. C'est la notion de croyance. On pense globalement, il est convenu que, donc on s'hypnose avec le fait que voilà, il faut dormir la nuit. C'est dans la séance précédente, j'avais donné pas mal d'explications autour de cette notion-là en disant que oui, que quelque part on ne s'écoute plus. Si on nous dit il faut dormir la nuit et qu'on se réveille dans la nuit, d'une part on est éveillé, mais on n'en profite même pas pour faire quelque chose. Parce qu'on fait tout pour essayer de se rendormir. Qu'on soit fatigué ou pas, il y a des nuits, effectivement, je me réveille, je suis pas du tout fatigué, quoi. J'ai vraiment les yeux grands ouverts, je suis en pleine forme. Et
soit effectivement j'en profite pour méditer, soit je me lève carrément, je vais faire quelques postures de yoga, je peux en profiter pour lire, je peux avoir une activité, si j'ai faim je mange. Mon corps me dit, tu n'as pas, là tout de suite, tu n'as pas sommeil. Et donc j'évite de m'angoisser tout de suite pour un futur que je ne sais pas s'il va arriver ou pas, en me disant, je vais être fatigué demain. Et souvent, il y a cette sorte de, je sais pas, de culpabilité ou de stress qui se rajoute. Non seulement je ne dors pas, je suis éveillé et je ne profite pas de cet état d'éveil. Je n'en fais rien. À part stresser, culpabiliser, angoisser, imaginer quelque chose qui ne va peut-être pas y arriver. Et donc ça, en plus le stress de ne pas dormir, rajoute une difficulté à se réendormir si une heure ou deux après, le corps spontanément voulait se réendormir. Donc voilà, je n'insiste pas, regardez éventuellement la séance précédente. Donc la conscience veut retourner dans le corps et on est hypnotisé que il doit dormir à ce moment-là. L'énergie nerveuse, dit-il, en surplus, se met aux commandes. Bon voilà, donc c'est l'explication de Seth sur le somnambulisme. Donc, une énergie nerveuse de la conscience qui revient dans le corps se met aux commandes et pousse les muscles à l'activité parce que le corps se sait inactif depuis trop longtemps. Il sait qu'il court le risque de fortes crampes musculaires. Dit comme ça, c'est vraiment étonnant, c'est-à-dire que ça change complètement le regard qu'on a habituellement. Le somnambulisme, moi j'ai toujours entendu parler, c'était c'est un truc dangereux, anormal. En plus, il y a quelque chose. Il peut y avoir ce que disent les médecins là-dessus, un comportement inadéquat, anormal, la nuit c'est fait pour dormir, voilà, plein de choses comme ça. Et en plus la manière dont les gens le vivent, c'est-à-dire que ils sont actifs sans en avoir conscience. Et je pense que vraiment, globalement, l'homme a vraiment peur de son inconscient. Je sais plus, c'était un formateur qui m'avait dit, alors, je crois qu'il avait dit qu'il y avait 3 grands drames dans l'humanité, là j'en retiens que 2. Bon, c'était sa version à lui, mais c'est vrai que ça m'avait quand même plutôt parlé. Il avait dit, il y a quand même, voilà, il y a eu des grands chocs dans l'humanité. C'est que longtemps, l'être humain se sentait le centre du monde, jusqu'à un moment donné où on a compris qu'en fait, la Terre tournait autour du Soleil. Donc là, ça a remis l'humain à quelque chose d'un peu plus humble. Il se sentait vraiment, le monde entier tourne autour de moi. Le nombrilisme absolu. Bon, donc là, c'était quelqu'un, ouais, c'était un de mes profs quand j'étais en fac de psycho, je crois, qui avait expliqué ça. Je crois qu'il y en a un deuxième, alors là, j'arrive pas à retrouver comme ça à chaud. Et je crois que c'était le 3e événement, il avait dit, c'est quand Freud a dit, vous croyez en fait tout le temps dans l'action de votre conscient, et Freud nous a appris tout d'un coup que finalement, la majorité de nos actions du quotidien venaient de notre inconscient. Et donc, finalement, on ne contrôle pas, on ne dirige pas, nous ne sommes pas maîtres de ce qu'on fait au quotidien. Donc, depuis que j'ai lu Seth, je remets beaucoup de choses en question par rapport à Freud, parce qu'il lui manquait des éléments, à mon sens, de compréhension de ce que c'est la conscience, par exemple. Mais il reste néanmoins, dans ce contexte, en tout cas proposé par Freud, et dans cette définition de l'inconscient, quelque chose qui angoisse, à mon avis, quand même énormément l'être humain. De se dire que, soit effectivement, d'une part, nos actions viennent, alors Freud dit que c'est essentiellement dans notre enfance qu'il s'est passé des choses et qu'on est guidé par ce qui s'est passé dans notre enfance de manière inconsciente, mais que d'agir sans savoir pourquoi on agit, c'est quand même quelque chose qui énerve énormément l'être humain. Et qu'on est prêt à faire beaucoup d'explorations, y compris peut-être vous êtes en train de chercher, et avec Seth, pour moi, j'avoue, ça m'aide à répondre à ces questions-là de l'inconscient, en partie, bien sûr.
Donc je m'inclus dans cette réflexion-là, ou de cette peur qui est présente chez l'être humain, hein, bien sûr. Là, ce que dit Seth, c'est encore autre chose, c'est que on agit, et je pense qu'on a cette même peur dans la notion d'hypnose, et les gens qui ne veulent pas se faire hypnotiser pour cette raison-là, c'est qu'on va agir sans savoir qu'on agit. Freud nous dit, vous agissez, vous ne savez pas pourquoi vous agissez. Donc on a des réactions qui sortent de nous, et on ne sait pas d'où ça vient, mais pourquoi je réagis comme ça. Donc il y a tout un travail pour aller explorer ça. Là c'est encore différent, le somnambulisme ou l'hypnose, dans l'hypnose en tout cas de foire, je dirais, de spectacle, l'image qu'on en a, qui pour moi n'est pas vraiment correcte, puisque en tout cas, moi je connais plutôt des hypnotiseurs qui sont thérapeutes, donc ils vont s'en servir en tout cas pour autre chose, mais eux ils m'ont toujours dit, et puis moi en tant que sophrologue, on utilise, c'est proche de l'hypnose, oui, c'est pas le mot exact, mais c'est quand même un état hypnotique, donc on appelle ça sophrologique, mais on est très très proche dans les propositions. L'utilisation des outils est différente dans le protocole, mais je pense que l'état mental dans lequel les gens sont plongés est le même. Et donc en tout cas, dans cette hypnose thérapeutique ou sophrologie, la personne ne fait que ce qu'elle veut faire. Elle est toujours consciente de ce qu'elle veut faire. On est en relation avec son inconscient, mais on est tout le temps conscient. Donc c'est une reconnexion à son inconscient. C'est pas un inconscient inconnu qui viendrait surgir et nous faire des choses sans que l'on soit consciemment au courant. C'est peut-être de là que vient ce fantasme de l'hypnose, ou de l'inconscient. Là, le somnambulisme, en tout cas, c'est une autre question, puisqu'il y a effectivement des gens qui, pendant qu'ils dorment, le cerveau est endormi, donc consciemment, ils vont faire des choses dont ils ne se rendent pas compte, et on dit qu'il est souvent dangereux de réveiller les personnes comme ça. Il vaut mieux essayer de les guider, de les raccompagner, en les laissant dormir jusqu'au lit, et qu'ils se rendorment. Et donc là, ce que Seth nous dit, c'est vraiment un autre point de vue. C'est parce que la conscience revient. Et je suis en train d'hésiter parce que finalement même le corps a envie de bouger tout seul. Est-ce que le corps pourrait bouger sans que la conscience soit revenue? Non, il fait quand même le lien. Mais il parle quand même, une sorte d'intelligence du corps qui va se dire, si je reste immobile, ça va déclencher des crampes, ça va déclencher des choses, comme je disais tout à l'heure, un peu à l'image d'un élastique. Vous le laissez immobile trop longtemps, il se refroidit, il est plus raide. S'il bouge, s'il est chaud, en tout cas un élastique, il est plus mobile, il est plus souple. Et il avait donné cette image-là par rapport aux muscles, Seth. Donc, un corps immobile trop longtemps, tout seul, il va savoir qu'il est en train de se figer, qu'il est en train de perdre en souplesse, et qu'il vaut mieux donc se remettre en mouvement. Mais Seth, là, nous dit que c'est juste quand la conscience revient au corps, qu'à ce moment-là, on va se mettre en mouvement. Donc c'est présenté de manière un peu salvateur. Le somnambulisme, c'est une manière pour le corps de se remettre en mouvement de manière automatique. Vous n'en avez pas conscience, mais normalement, c'est pas forcément dangereux, effectivement. Là, j'ai pas étudié le cas, donc je peux pas vous dire réellement ce qui se passe dans la vie physique, mais en tout cas, c'est une réponse du corps pour évacuer de l'énergie, ou c'est ça qui dit, l'énergie nerveuse en surplus se met aux commandes, et sinon c'est le risque de faire des crampes. Bon, donc un paragraphe assez particulier. Relisez-le à votre manière. Peut-être que je regarderai un peu plus au niveau du somnambulisme. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses un peu contrastées à ce niveau-là. Voilà, j'ai pas d'avis technique précis. Moi, je dis juste ce que j'en ai compris, peut-être en disant des bêtises, et puis le lien par rapport à Seth. Dans le paragraphe suivant, il va changer un petit peu d'éléments, puisqu'il va parler de nos habitudes alimentaires. En commençant tout de suite le paragraphe,
il nous dit qu'il en va de même pour vos habitudes alimentaires. Donc par rapport à ce rythme qu'on a installé. Tour à tour, vous gavez, puis affamez vos tissus. Donc là, ça va vraiment dans le sens de ce qu'il a proposé avant. Il disait, je suis un peu contre les 3 gros repas par jour. Il vaut mieux faire plein de petits repas. Là, il dit, effectivement, donc il va un peu plus loin dans son explication, c'est à quelque part, quand on mange trop, puisqu'on va avoir tendance à remplir son estomac, ce qui fait que tout d'un coup, il a beaucoup de travail, et que c'est peut-être trop, et que ça prend beaucoup d'énergie à digérer, et que si j'entends ce que ça te propose, de digérer des petits volumes, c'est peut-être plus facile pour le corps finalement, parce qu'il y a à peu près le même volume d'acide par exemple, donc peut-être qu'il produit plus d'acide gastrique globalement sur la journée, mais en tout cas le rapport entre la quantité de choses à digérer et l'acide, elle est plutôt en faveur de l'acide, donc ça se digère plus vite. Donc oui, on émet de l'acide, oui après l'estomac il va malaxer, par exemple juste pour la partie estomac, mais après ça fait un bol alimentaire, j'ai perdu le mot, bon voilà, après donc les différentes parties après la digestion, ça va donner des plus petits volumes qui vont être assimilés plus facilement. Donc globalement, il y a peut-être moins de fatigue, donc c'est plus efficace. Ça revient aussi à ce qu'on avait dit en début de cette séance, de rééquilibrer donc entre la fatigue du corps et la régénération. Tout ça est quand même assez cohérent quand on voit globalement, mais c'est vrai qu'il milite pour quelque chose d'un peu permanent. Un peu en permanence, on dort, on est éveillé, on mange, on jeûne, voilà, un peu tout le temps. Donc, gavez puis affamez vos tissus. Bon. Cela a un effet sur la nature de votre conscience, sur votre capacité de concentration et votre créativité. Le lien que je peux faire là aujourd'hui, c'est que la digestion demande effectivement de l'énergie, ce que je viens de dire à l'instant, que peut-être de manger aujourd'hui jusqu'à satiété, c'est-à-dire en fait on mange, à un moment donné l'estomac est plein, mais un peu par habitude on continue de manger, on a un doute, est-ce que j'ai assez mangé ou pas, et si je dis pas de bêtises, il y a 20 minutes à peu près entre le moment où l'estomac sent qu'il a plus faim, c'est-à-dire la notion de satiété, j'ai plus faim, le temps que ça arrive au cerveau, donc justement, je sais pas par quel moyen ça passe, est-ce que c'est hormonal ou je sais pas, en tout cas c'est pas un influx nerveux direct. Je sais pas si c'est parce que l'estomac met du temps à analyser avant d'envoyer le message, si c'est la lenteur du message ou si c'est au niveau du cerveau la lenteur de compréhension du message, là je ne sais pas. En tout cas, j'avais retenu qu'il y avait à peu près une vingtaine de minutes et qu'entre ces 20 minutes, on continue à manger. Donc plus on mange vite, la notion de fast-food, quelque part, plus c'est facile de trop manger. Vous voyez tout ce que vous pouvez manger en 20 minutes. Donc, vous mangez, tout d'un coup, vous dites, ah, j'ai assez mangé, bon allez, je finis quand même mon petit truc, j'ai encore un petit peu faim. Et en fait, vous avez déjà trop mangé. Mais vous le saurez dans 20 minutes. C'est peut-être ça que ça s'appelle gaver ses tissus. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup trop d'énergie. La digestion prend peut-être plus de temps parce qu'il y a un gros volume, ce que je viens d'expliquer avant, j'insiste pas. Ça augmente notre fatigue, l'énergie est dirigée plutôt vers l'estomac, on perd en capacité de concentration à faire autre chose. Le coup de barre du début de l'après-midi, moi, je le comprends comme ça. On a du sucre, on vient de manger, donc c'est pas un manque de sucre. Le coup de barre de 10h30, 11h, on peut se dire, ok, si on a mangé quelque chose de plutôt à base de sucre, le matin au petit déjeuner, le corps il a régulé, et à un moment donné, il y a une baisse de sucre, et ça arrive à peu près à ce moment-là, donc 1 heure avant le repas, enfin en tout cas le temps de digestion du petit déjeuner, on arrive à un moment donné où le corps, il y a une baisse de sucre, donc il faut qu'il change de fonctionnement, il faut qu'il rechercher des sucres, c'est stocké dans le foie, remobiliser pour faire que le sang reste avec sa constante. Le sang, normalement, il change très peu de concentration dans ces éléments. De manière générale, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le corps essaie de réguler de manière à ce que les cellules soient tout le temps
stable en termes de concentration, quantité de molécules qu'il y a dans l'eau, en fait, c'est la concentration au sein des cellules, et que les quantités de molécules soient à peu près stables. Les micro-ajustements, ça peut être les hormones, par exemple, ou voilà, si tout d'un coup on manque d'eau, on envoie un message, il faut boire, on essaie d'aller récupérer de l'eau, s'il y a trop d'eau, on élimine l'eau, s'il y a trop de sucre, on va le stocker, si on en a pas assez, on va chercher dans les stocks, voilà, différentes choses comme ça. Mais c'est en permanence un rééquilibrage de soit je stocke, soit je libère, pour garder des constantes dans le corps. Et tout ça, ça demande beaucoup de travail. Et donc, plutôt que, effectivement, puisque, en fait, c'est ça, en fait, peut-être simplement l'intelligence, c'est que le corps cherche à rester stable à l'intérieur. Pour que tout fonctionne, il faut que ce soit stable. Alors que, autour de nous, tout change. Et bien, plus on crée de différences comme ça, notamment le sommeil, notamment le repas, c'est ce dont Seth nous parle dans ce chapitre, eh bien, ça va plus demander au corps d'énergie pour rééquilibrer. Parfois trop, parfois pas assez. C'est ce que je comprendrais en fait dans cette phrase-là. Ça a un effet sur la nature de votre conscience, sur votre capacité de concentration et votre créativité. Où est-ce qu'est l'énergie? Si le corps amène toute l'énergie dans l'estomac ou dans, au contraire, le foie pour relibérer du sucre, ou etc. Enfin voilà, pour garder l'équilibre, bah, il n'est pas concentré, il met pas son énergie dans le cerveau, il met pas son énergie dans ce qu'on est en train de faire. Avec vos habitudes de sommeil, continue-t-il, vous affamez littéralement votre corps la nuit. Voilà, la nuit de 8 heures, pour lui c'est trop long. Bon, c'est un peu surprenant, c'est-à-dire que on vit comme ça depuis quand même au moins centaines d'années. Seth avait vraiment dit, j'ai pas vérifié dans les faits en fait ce qui s'était passé, le passage à l'ère industrielle. Il avait dit il y avait quand même ce changement, et que ça peut quand même se comprendre, c'est-à-dire l'arrivée de l'électricité, oui c'est comme ça que je l'avais expliqué, bon. Voilà, j'ai pas vérifié, est-ce qu'il y a des études scientifiques qui ont montré comment ça avait joué sur notre rythme alimentaire et de sommeil. Mais en tout cas, le fait d'avoir plus facilement, à moindre coût en tout cas, une énergie électrique entre autres, disponible le soir, la nuit et ou le matin, permettait facilement de rester éveillé, actif, parce qu'on a de la lumière, on peut faire quelque chose, plutôt qu'être éclairé par des bougies. Donc on a une activité, donc on n'écoute plus notre rythme naturel, on se couche plus avec les poules, quelque part. Donc oui, ça c'est peut-être quand même quelque chose d'assez récent, ça compte en un siècle, quoi. Donc nos habitudes de sommeil, finalement, on a l'habitude, ça fait quand même quelques générations maintenant qu'on est dans ce rythme-là, mais c'est pas forcément quand même bénéfique au corps humain. Et c'est ça que c'était en train de nous dire. Donc ça semble étonnant parce qu'on a un peu cette habitude, mais peut-être qu'il y a un peu plus d'un siècle, il y avait quand même un autre rythme, et que si on garde les qualités de vie qu'on a aujourd'hui avec le rythme qu'on avait il y a un peu plus d'un siècle, bah peut-être que ça améliorerait globalement le fonctionnement du corps humain. Donc encore, pour moi, un meilleur fonctionnement de la conscience. Le corps humain, c'est avant tout cette conscience. Donc là, voilà, il nous dit que nos habitudes quand même ne sont pas bonnes. Vous affamez littéralement votre corps la nuit. Vous accélérez son vieillissement en lui refusant toute nourriture pendant de si longues heures. Bon. Tout cela se répercute sur la nature de votre conscience et sur sa force. Alors pourquoi je suis aussi perturbé? Parce que avant de connaître Seth, j'ai expérimenté quelque chose qui me semblait bon, où je me suis auto-hypnotisé sur le fait que c'était bon. C'est la notion de jeûne. Ça peut être un jeûne intermittent. Je vous expliquais tout à l'heure que je me suis rendu compte tout seul que de dormir effectivement 10 heures, c'était pas bon pour moi, j'étais tout le temps fatigué, mou, un peu toute la journée. Et bien je me suis rendu compte aussi tout seul, sans que qui que ce soit me le dise, en tout cas j'en ai pas de souvenir,
j'ai installé, en tout cas moi, spontanément, au moins de sauter un repas par semaine. Et c'est vrai que je sentais que ça me rééquilibrait. C'est comme si effectivement je mangeais un peu trop, notamment les soirs. Et celui que je sautais le plus facilement, c'était le petit déjeuner, soit le samedi, soit le dimanche matin. Et donc on faisait une sorte de brunch, voilà, on faisait 2 repas dans la journée, on mangeait plus tôt, hein, on déjeunait du coup plutôt tôt, et puis le dîner aussi assez tôt, et ça me suffisait pour le dimanche. Euh, Ça, moi, je l'ai fait tout seul, j'ai trouvé un intérêt, je voyais que mon corps digérait mieux, que ça me rééquilibrait, que ça me redonnait l'énergie. Voilà, ça allait dans ma recherche quand j'ai recommencé à me réveiller un peu plus tôt, à être un peu plus actif. Et, et moi, je me rends compte aujourd'hui, même si je me lève vers 6 heures, je peux avoir un peu faim, un petit pic, un peu de faim vers 6h30, 7 heures. Et en fait, ça passe très vite, c'est pas une vraie grande faim. Et après, je retrouve vraiment la faim. Mon corps me dit, oui, là, l'estomac se manifeste et je sens vraiment une faim vers 10 heures. Bon. J'ai appris récemment, là je connais un médecin ayurvédique pour avoir discuté un petit peu avec lui, il m'a dit, mais oui, c'est normal. Il y a certaines personnes, selon les constitutions, c'est normal. Je crois que c'est le côté kapha, kapha, je sais plus comment on prononce exactement. Kapha, peut-être, avec le H aspiré. Euh, Ceux qui ont une certaine prédominance kappa, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu, effectivement, il y a cette force en nous qui fait que finalement, on mange un peu moins souvent et la faim ne vient qu'à partir de 10 heures. Donc j'en sais rien. Là, pour moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté de mon côté. On me l'a pas dit avant. C'est-à-dire que ce serait un médecin qui m'aurait dit il faut pas manger avant 10 heures. Et j'aurais essayé, je me serais dit, je me suis laissé un peu influencer. Là, c'est moi tout seul. Je me suis dit, mais finalement, le matin, je mange, j'ai pas faim, pourquoi je mange? Donc un peu par habitude, un peu par crainte de manquer, par... Il y a plein de choses qui s'installent. Hein. C'est vrai qu'autour de la nourriture, euh, et justement, pour aller au-delà de ça, j'ai expérimenté un jeûne d'une semaine complète. Juste de l'eau, du bouillon de légumes. Donc c'est, pour être précis, du jus de cuisson de légumes. Donc juste, on a récupéré un peu les sels minéraux, peut-être des vitamines, je sais pas trop, enfin voilà. Ce que les légumes relâchent dans l'eau de cuisson. Il y avait quelquefois des tout petits morceaux de quelques fibres de poireaux, de choses comme ça qui se détachaient. Bon. Donc voilà, globalement, ça pendant une semaine. Et le matin, puisqu'on allait faire, c'était activité physique, c'était pas un jeûne complètement immobile, jeûne et randonnée. On diluait, je crois, c'était un verre ou un demi-verre de jus de pomme, je crois, dans une gourde d'eau et qu'on buvait sur la première partie, sur le premier litre d'eau qu'on buvait dans la journée, quoi, simplement. Voilà, j'ai expérimenté ça. Donc je dirais que moi, effectivement, j'ai quand même un corps. Vous voyez, je suis plutôt maigre, j'étais maigre avant le jeûne, j'ai pas cherché à perdre du poids. J'ai mis longtemps à me rééquilibrer, j'ai perdu plusieurs kilos et j'ai mis très très longtemps à les rattraper. Donc globalement, je me dis que le jeûne n'est pas bon pour tout le monde. Et donc ce qui conforte un peu quelque chose, c'est une croyance de ma part, de me dire qu'il n'y a pas une solution miracle. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le message de Seth. Il dit jamais « faites ça » et point barre. Il dit toujours « globalement c'est ça, généralement faites comme ça ». Même les phases de sommeil dont il parle, il dit « prenez en compte les particularités individuelles ». Tout le monde est unique, tout le monde est différent, parce que tout le monde a ses propres croyances déjà. Et c'est ça qui va faire qu'on fonctionne de notre manière. Donc chacun a son propre fonctionnement. Le jeûne, pour moi, je pense, personnellement, une semaine, c'était trop. Je l'ai fait. Mais je vois quand même un intérêt, de temps en temps, par exemple le soir, de ne pas manger si j'ai pas faim. Alors peut-être aussi, en vous parlant, je suis en train de me dire ça, c'est parce que mon corps se régule un peu tout seul par rapport à ce que Seth dit. C'est-à-dire que peut-être que des fois aussi, je vais faire un gros repas le midi, ou je déjeune un peu tard, parce que je vais travailler le midi par exemple, et que
et que du coup, mon corps est gavé, comme dirait Seth, et que le soir, à l'heure du repas habituel, avant de me coucher, en tout cas, 1 à 2 heures, j'essaie aussi de mettre à peu près 1 à 2 heures avant de me coucher, pour avoir commencé bien la digestion, eh bien, je ne suis pas affamé. J'ai pas spécialement faim à ce moment-là. Donc je me permets de jeûner. Mais je suis pas réveillé au milieu de la nuit parce que j'ai faim. Par contre, le lendemain matin, je me rends compte que je vais avoir envie de manger avant 10 heures. Là, peut-être que dès mon réveil, autour de 6 heures, donc à partir de 6h30, 7 heures, peut-être, le temps que mon corps soit bien réveillé, le système digestif se remet en route, enfin je sens que mon corps se réveille, quelques mouvements, boire un peu d'eau, etc. Eh bien, oui, à ce moment-là, j'ai faim plus tôt. Donc c'est peut-être juste ce rééquilibrage-là, et que le fait que je guide des séances de yoga, ça me fait des fois travailler, j'enchaîne pendant 3, 4, 5 heures non-stop. J'ai très peu de temps libre, enfin voilà, les gens partent de la séance, on échange quelques mots, et les suivants, ils arrivent très vite, donc j'ai pas le temps vraiment de manger. Donc c'est vrai que je me suis calé un peu autour de cette activité professionnelle pour le moment, et je n'essaie pas de modifier plus que ça mes heures de repas. Donc ça pourrait faire partie de mes recherches futures. Voilà, si ça arrive, je vous en dirai un mot en tout cas. Voilà. Donc en tout cas, ça me parle toujours. Voilà ce que dit Seth. J'essaie de comprendre ce qu'il en dit. Et puis après tout, il y a compréhension, puis il y a expérimentation personnelle. Bon, donc voilà. En tout cas, je redis. Il parle d'affamer notre corps la nuit notamment, surtout si on dort 10 heures de suite. Double sanction quelque part. Vous accélérez son vieillissement en lui refusant cette nourriture. Et tout cela se répercute, conclut-il le paragraphe, sur la nature de votre conscience et sur sa force. Donc il parle à nouveau des qualités de notre conscience, nature de la conscience. Donc est-ce que la conscience elle est souple ou bien est-ce qu'elle se fige parce qu'on va faire des choses très marquées, très habituelles. Et donc on aime bien rentrer dans un schéma un peu classique. Ou bien est-ce qu'on va plutôt être dans la mobilité, donc d'accepter des variations d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, etc. C'est la souplesse que Seth nous invite à développer. Et ça joue sur la force de notre conscience. Là, je ne saurais pas tellement quel autre mot mettre comme explication, en tout cas, la force de la conscience. Est-ce qu'on peut relier ça à la notion de concentration, de volonté, de focaliser son attention sur quelque chose pour faire quelque chose, de s'y tenir, de le répéter chaque jour, donc qui est plutôt de l'ordre de la persévérance, de la volonté, là je sais pas exactement, voilà, quoi en penser. Bon, on voit en tout cas que pour Seth, ce serait plutôt des qualités et que notre fonctionnement actuel n'optimise pas, en tout cas, toutes nos capacités. C'est son message principal. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Donc voilà, je suis à nouveau, je vous redis, très heureux de cette reprise dans ce nouvel espace des guidages de lecture. Donc ça s'annonce plutôt bien pour cette rentrée. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt.